Depuis près de 700 000 ans, le volcan Taftan est parvenu à faire croire à tous qu'il était éteint. Or, de récentes observations satellitaires révèlent que son sommet s'élève, comme si une force interne l'étirait, le faisait basculer et lui arrachait un craquement après la plus longue torpeur imaginable. Cette évolution inquiète les scientifiques, examinons donc si elle doit également vous alarmer. Les volcans peuvent se réveiller lorsque des séismes les secouent ou que des tempêtes perturbent les eaux souterraines. Pourtant, les chercheurs ont vérifié. Aucun séisme majeur ni précipitations intenses n'ont été relevés dans le sud-est de l'Iran où il se situe. Il faut donc attribuer ce mouvement à une pression de gaz ou de magma. C'est comparable à une canette hermétique qui chauffe de l'intérieur. Bien avant le moindre sifflement, la pression augmente en silence, guettant une faille. Voilà pourquoi l'activité du Taftan constitue un signal d'alerte. Toute variation de pression traduit une dynamique interne nouvelle. De surcroît, la source de cette pression se trouve à seulement 5 à 600 mètres de profondeur, ce qui est relativement faible pour un volcan. Lorsqu'elle est aussi proche de la surface, elle peut provoquer de petites explosions de vapeur ou de gaz, même sans émission de lave. Ce phénomène, appelé éruption phréatique, survient lorsque l'eau souterraine est chauffée si brutalement qu'elle explose à la manière d'un autocuiseur pressurisé à l'extrême. Dans les films hollywoodiens, les éruptions prennent souvent l'apparence de torrents de lave poursuivant les habitants. Mais les explosions de vapeur relèvent d'une toute autre nature, discrète et imprévisible. Un instant, tout paraît paisible, et l'instant suivant, roches et vapeurs brûlantes sont projetées dans les airs, comme si la Terre expulsait une décharge d'énergie comparable à celle d'un moteur à réaction. C'est ce scénario que redoutent les scientifiques pour le Taftan. La lave n'est pas nécessaire pour provoquer des dégâts. Une explosion de vapeur peut projeter des blocs de la taille d'une voiture et envoyer des panaches de cendres à plusieurs kilomètres d'altitude. Même si vous ne résidez pas à proximité de l'Iran, le Taftan ne constitue pas un simple enjeu local. Les volcans émettent des gaz que les vents transportent, et celui-ci libère, en période d'activité, d'importantes quantités de soufre. Le dioxyde de soufre ne se limite pas à une odeur désagréable. Il altère la qualité de l'air, irrite les voies respiratoires, et réagit dans l'atmosphère en formant des particules capables d'atténuer la lumière solaire et de refroidir les températures. Ainsi, des pays voisins peuvent en subir les effets sans jamais apercevoir le volcan. Si une explosion phréatique projette des cendres à haute altitude, celles-ci pourraient se dériver vers les couloirs aériens internationaux comme des confettis volcaniques indésirables. Même des éruptions modestes peuvent entraîner des répercussions en chaîne. Songez à l'éruption de l'Eyjafjallajökull en 2010, qui avait paralysé le trafic aérien transatlantique. Ici, un simple panache de cendres infiltrant les grandes routes aériennes pourrait immobiliser des vols à travers le Moyen-Orient, l'Asie du Sud et au-delà. Les gaz volcaniques, eux, ignorent les frontières. Ils se dispersent, se mêlent et se déposent là où les vents les conduisent. Tout cela peut sembler inquiétant, mais l'on pourrait penser que les capteurs modernes permettraient d'anticiper une éruption. En réalité, ce n'est pas si simple, car le Taftan se situe dans une zone reculée. L'installation de stations de surveillance y est complexe, coûteuse et, jusqu'à récemment, jugée inutile puisque le volcan était considéré comme éteint. À l'heure actuelle, ce sont donc principalement les satellites, et non les instruments terrestres, qui assurent le suivi. Or, si les satellites offrent une vision globale, les capteurs installés sur le terrain apportent des données bien plus précises. D'où l'importance de sa reclassification. Passer du statut éteint à celui de dormant implique une surveillance continue, indispensable pour ce type de volcan. Lorsqu'un volcan est déclaré éteint, les États n'investissent ni dans des plans d'évacuation, ni dans des cartes de risque, ni dans des dispositifs de suivi. La révision du statut du Taftan a contraint l'ensemble des acteurs, des autorités locales aux chercheurs internationaux, à reconnaître son danger. Cela implique de se préparer aux retombées de cendres, aux émissions de gaz, aux éruptions soudaines, ainsi qu'à l'incertitude à long terme. Et si ce réveil n'était pas passager, mais annonçait le début d'un nouveau cycle d'activité, à plus longue échéance, le Taftan pourrait retrouver son calme, ou s'engager dans une phase d'activité accrue. Les volcans ne suivent pas un calendrier humain. Une période dite courte peut s'étendre sur quelques jours comme sur plusieurs années. L'élévation de son sommet suggère possiblement un mouvement magmatique en profondeur, et non une manifestation superficielle. Entre juillet 2023 et mai 2024, il s'est élevé d'environ 1 mètre,
phénomène comparable à une inspiration de la Terre elle-même. Or, une inspiration trop profonde finit toujours par être suivie d'une expiration, et, en termes volcaniques, cela n'a rien de rassurant. Pour l'instant, le taphtan inspire, et nul ne sait quand il prévoit d'expirer. Tout cela peut déjà sembler dramatique, mais ce n'est pas tout. Certains des supervolcans les plus grands et les plus puissants de la planète commencent eux aussi à se réveiller. Lorsqu'un tel monstre entre en éruption, ses effets se ressentent à l'échelle mondiale, même à des milliers de kilomètres. Les scientifiques s'en inquiètent, car une super éruption pourrait survenir plus vite que notre capacité à préparer des réserves, évacuer les villes ou gérer le chaos qui s'ensuit. C'est ce qui rend ces volcans si redoutables, non seulement leur violence, mais aussi le peu de temps dont nous disposerions pour réagir. Si vous résidez à proximité de Naples, vous connaissez déjà un exemple de supervolcan et ses manifestations. Les chaussées se fissurent, de la vapeur s'échappe du sol, le port s'envase et des essaims de séismes mineurs font vibrer les vitres comme un grondement souterrain. Tous ces phénomènes sont liés au champ Phlégréen, une immense caldeira dont la dernière éruption remonte à 1538. Pendant des années, ces signaux ont été interprétés comme des indices classiques d'une remontée magmatique. Toutefois, 2 études récentes, publiées en 2023 et en 2025, ont profondément modifié cette interprétation. Étonnamment, elles ont même introduit une nuance d'espoir en dépit du danger. L'étude de 2023 s'est penchée sur le dioxyde de carbone, un gaz généralement émis lorsque le magma devient actif. Dans les champs phlégréens, les niveaux de CO2 ont grimpé après 2005, pour atteindre environ 4 à 5 000 tonnes par jour, ce qui suggérait une remontée rapide. Cependant, l'analyse d'autres gaz, tels que l'azote et l'hélium, ne correspondait pas à cette hypothèse. Il est alors apparu que cet excès de CO2 ne provenait pas du magma en mouvement, mais de fluides extrêmement chauds en profondeur, qui cuisent les roches environnantes et libèrent du gaz de manière autonome. L'étude de 2025 a montré que les secousses proviennent surtout d'un réservoir souterrain d'eau et de vapeur scellée. Lorsque ce couvercle naturel retient trop de pression, il se fissure, libère la vapeur et déclenche des secousses soudaines ressenties en surface. Cette hypothèse éclaire aussi un point qui a longtemps dérouté les chercheurs. Les séismes débutent généralement près de la surface avant de s'enfoncer en profondeur, soit l'inverse de ce que produirait une remontée de magma. Après les secousses les plus intenses, le sol s'affaisse souvent légèrement, tel un ballon qui se dégonfle après avoir relâché de l'air. Cela ne signifie pas pour autant que les champs phlégréens soient devenus sûrs. Le magma demeure enfoui en profondeur, et des explosions de vapeur peuvent toujours projeter roches, cendres et gaz brûlants sans le moindre signe préalable de lave. Ce qui a réellement évolué, c'est la manière dont les scientifiques envisagent le risque. Observer passivement ne suffit plus. Si l'humanité ne disposait que d'une année d'alerte avant une super éruption, elle serait mise en grande difficulté. Constituer des réserves, déplacer des populations, préserver les chaînes d'approvisionnement, tout cela deviendrait presque ingérable. Toutefois, il n'y a pas lieu de céder à la panique, car ces éruptions restent extrêmement rares. La dernière remonte à environ 26 500 ans en Nouvelle-Zélande. En moyenne, elles surviennent une fois tous les 100 000 ans. Mais, comme on l'a dit, la Terre n'obéit à aucun calendrier. Ces événements peuvent se rapprocher, puis laisser place à de très longues périodes de calme. Au cours des 100 000 dernières années, 2 super-éruptions majeures ont marqué la planète. Il y a environ 74 000 ans, le volcan Toba, en Indonésie, est entré en éruption avec une telle violence qu'il a dispersé des cendres à travers l'Asie, refroidi le climat mondial, et peut-être poussé les premiers humains jusqu'au bord de l'extinction. Puis, vers 26 500 ans avant notre ère, le volcan Taupo, en Nouvelle-Zélande, a déclenché une éruption recouvrant d'immenses territoires de cendres et remodelant durablement le paysage. La possibilité qu'un tel événement survienne plus tôt que prévu demeure réelle, et c'est précisément cette incertitude qui empêche les scientifiques de dormir. Le Kilauea, l'un des volcans les plus actifs du monde, est de nouveau entré en éruption en mars 2026 sur la grande île d'Hawaï. D'immenses fontaines de lave ont jailli dans le ciel. La route principale a fermé et l'aéroport a été bloqué par des nuages de cendres abrasives. Le ciel est devenu d'un rouge sombre et inquiétant. La fumée était si dense que certaines zones de l'île ont été coupées. C'était déjà la 2e fois de l'année. L'éruption s'est produite directement dans le cratère Alemaomao,
au sommet du volcan. La situation est devenue dangereuse très vite et les visiteurs ont dû évacuer le sommet. La fontaine de lave est montée à environ 1300 pieds, soit presque la hauteur de l'Empire State Building et même plus haut que la Tour Eiffel. Mais regardons l'éruption étape par étape. Elle a commencé le 10 mars 2026 et a duré environ 9 heures avant de s'arrêter brusquement à 18h21. L'éruption a commencé le matin à 9h17 avec de la lave jaillissant de l'évent nord. L'évent sud s'est mis en éruption juste avant 10h. En début d'après-midi, les fontaines étaient déjà énormes. Celle du sud a atteint 1150 pieds et celle du nord 1000. La lave s'étendait sur environ un tiers du fond du cratère, en brillant d'un orange et d'un rouge intense. En se refroidissant dans l'air, la lave se transformait en téphra, un mélange de roches volcaniques, de cendres et de minuscules éclats vitreux. Le téphra râpe la peau, pique les yeux et peut gêner la respiration. Pire encore, il peut transformer les routes en patinoire pour les voitures. À cause de tout cela, une partie de la route 11 a été fermée, entre les repères 24 et 40. En janvier, pendant une autre éruption, du téphra est aussi tombé sur le parc et les villes voisines. Certains visiteurs malchanceux ont été touchés par les retombées, et quelques-uns ont même été coupés. Le parc Service a dû fermer le sommet pour la première fois depuis le début de ce cycle éruptif, le 23 décembre 2024. Le National Weather Service a indiqué que le panache était monté à 25 000 pieds. Cela fait presque 8 km de haut, plus haut que beaucoup d'avions. Le vent soufflait du sud, donc les cendres et les gaz sont partis vers le nord depuis Alemaomao. Les autorités ont demandé aux habitants voisins de rester à l'intérieur ou de partir si les gaz devenaient gênants. Et ce n'était pas la première fois que le Kilauea causait des problèmes cette année. Une éruption précédente avait commencé le 15 février et durait presque 10 heures. La lave avait alors couvert la moitié du fond du cratère. Les scientifiques estiment qu'environ 15 millions de yards cubes ont été émis. De quoi remplir des milliers de piscines ou couvrir des centaines de stades. À 14h le 10 mars, du téphra tombait encore. Les Rangers ont aidé à évacuer les visiteurs du sommet. Tous les sentiers et points d'observation proches du sommet ont été fermés. Les scientifiques surveillent jour et nuit la hauteur des fontaines, la vitesse des coulées, la direction du nuage de cendres et la zone des retombées. Même si la lave reste surtout dans le cratère, le téphra et les gaz volcaniques rendent la vie près d'un volcan assez risquée. Depuis le 24 décembre 2024, le Kilauea crache de la lave par intermittence, surtout depuis 2 évents du cratère sommital, un au nord et un au sud. Les éruptions se produisent par courtes poussées, généralement de moins d'une demi-journée. Ensuite, le volcan fait une pause. Peut-on dire qu'il se détend ? Non, on ne peut pas. Parfois, ces pauses peuvent durer 2 semaines ou plus, comme si la lave reprenait son souffle avant le prochain spectacle. Mais parlons encore un peu du téphra. Le plus gros problème, c'est qu'il ne reste pas près du volcan. Lors d'éruptions passées, il est tombé sur des quartiers aussi éloignés que Hilo et Puna, en perturbant les réseaux d'eau et en laissant un nettoyage colossal. À l'aéroport international d'Hilo, tous les vols du soir ont été annulés à cause des cendres. Pendant des semaines, habitants et agents du parc ont balayé du téphra des toits, des gouttières, des rues, bref, presque partout. Selon le porte-parole du parc, cette large dispersion vient d'un mélange de vent faible et de fontaines de lave extrêmement hautes. Quand cela arrive, les débris volcaniques retombent presque à la verticale sur le parc et les villes voisines. Lors d'éruptions précédentes, les alizés, qui soufflent d'ordinaire d'est en ouest à travers les îles, ont agi comme un tapis roulant. Ils ont transporté les cendres et les gaz volcaniques au-dessus du désert de Kau et vers les localités voisines du sud-ouest. Un autre danger majeur d'une éruption, c'est la pluie de verre, qu'on appelle aussi les cheveux de Pélée. C'est un type de téphra qui se forme surtout quand les fontaines de lave jaillissent à très grande vitesse. Les minuscules bulles de gaz dans la lave éclatent et étirent la roche en fusion en filaments ultra fins et fragiles. Le vent les emporte ensuite très loin. C'est léger mais cassant, et cela peut rayer la peau ou pénétrer dans les yeux et les poumons. Ce nom vient de Pélée, la déesse hawaïenne du feu et des volcans, parce que ce matériau naît directement de l'activité volcanique.
Lors de grosses éruptions, comme celle de 2018, on a signalé la chute de ces filaments tout autour du volcan. Or, le Kilauea n'est pas la seule menace de la région. Le géant endormi d'à côté, le Mauna Loa, a fait l'objet d'une mise à jour scientifique le 5 mars 2026. Le volcan n'est pas encore en éruption, mais il se gonfle à mesure que le magma remplit ces immenses chambres souterraines. On pourrait croire que la Terre prend une grande inspiration, mais ce n'est pas tout. Rien que le mois dernier, plus de 100 séismes ont été détectés sous le sommet. Faut-il s'inquiéter? Voyons ça ensemble. Le Mauna Loa, le plus grand volcan actif de la planète, couvre la moitié de la grande île d'Hawaï. Ces éruptions peuvent produire d'immenses rivières de lave très rapides, comme un bulldozer au ralenti fait de roches en fusion. Quand le Mauna Loa entre en éruption, cela commence généralement au sommet. De là, la lave peut partir vers la zone de rift nord-est, la zone de rift sud-ouest, ou même vers des évents sur le flanc nord-ouest du volcan. Le plus impressionnant, c'est que ces coulées peuvent apparaître quelques minutes, quelques heures, ou même quelques mois après le début de l'éruption. Depuis sa première éruption bien documentée en 1843, le Mauna Loa est entré en éruption 34 fois. Les intervalles entre les éruptions vont de quelques mois à plusieurs décennies. La plus récente date de 2022. Pour l'instant, le Mauna Loa est calme, mais toujours actif. L'activité sismique, c'est-à-dire les petits séismes sous le volcan, montre que le magma se déplace bien sous la surface. En février 2026, les scientifiques ont détecté 116 séismes sous le sommet, surtout regroupés sous la caldeira de Mokuaweueo. Quelques-uns se concentraient aussi dans la partie sud de la caldeira, mais inutile de paniquer. Le mois précédent, on en a décompté 123. Le fait est que ces séismes font partie de la respiration normale du volcan, qui se remplit de nouveau de magma après l'éruption de 2022. Les GPS montrent aussi que le sommet se gonfle, signe que le sol monte lentement à mesure que le réservoir souterrain de magma. En même temps, gaz et température dans la zone de rift sud-ouest restent normaux, signe qu'il n'y a pas de changement majeur par rapport au mois précédent. Donc, même si le Mauna Loa se recharge, rien n'indique pour l'instant une nouvelle éruption imminente. Quoi qu'il en soit, le Mauna Loa mérite une surveillance constante. C'est un géant endormi qui peut se réveiller à tout moment, et les scientifiques observent de près le moindre soulèvement du terrain. Parce que si le Mauna Loa entre en éruption, il peut causer une foule de problèmes. D'immenses coulées de lave peuvent filer et recouvrir tout sur leur passage. Le volcan peut aussi faire trembler le sol. À mesure que le magma s'y accumule, les flancs de la montagne peuvent se déplacer vers le haut ou sur le côté, déclenchant des séismes. En plus, le Mauna Loa peut libérer des gaz volcaniques qui se mêlent à l'air et créent du VOG, un smog volcanique irritant, parfois difficile à respirer pour les habitants sous le vent. Parfois, le volcan peut même produire de petites explosions et projeter des cendres dans le ciel, ce qui met en danger les avions à proximité. En 2015, un volcan est entré en éruption et le fond marin s'est affaissé d'environ 2,50 m, comme un ascenseur qui lâche en pleine course. À ce moment-là, les scientifiques avaient déjà installé des câbles et des capteurs un peu partout. L'idée était simple. Comme il entrait en éruption assez souvent, ils voulaient prédire la prochaine catastrophe. Et ils y sont plus ou moins arrivés. Ils ont entouré 2025 en rouge et attendu. Sauf que rien ne s'est passé. Mais le sol continue de gonfler et de trembler presque chaque jour. Et tout le monde s'inquiète. Voyons pourquoi. Axial Seamount est un volcan situé à environ 500 km des côtes de l'Oregon. Mais pour le trouver, il faudrait plonger à près d'1,5 km de profondeur. On y trouve aussi quelque chose d'inattendu. Des câbles jaunes sur des kilomètres. C'est l'un des volcans les plus surveillés de la planète, grâce à un projet colossal appelé Ocean Observatories Initiative, ou OOI. Les scientifiques ont recouvert la montagne sous-marine de près de 900 km de fibres optiques. Cela dit, c'est un observatoire de nom seulement, qui tient plus de l'expérience scientifique que d'un vrai observatoire. Il n'y a pas de dôme futuriste où des gens vivent et font de la recherche sous l'eau. Ces câbles alimentent un vaste réseau de capteurs. Ils comptent les séismes, mesurent les soulèvements du sol au millimètre près et écoutent le magma gronder.
Ces capteurs sont si sensibles qu'ils détectent l'influence de la Lune quand la marée monte. Le surplus d'eau appuie sur le volcan et déclenche de micro-séismes. Pour tout installer, ils ont dû utiliser des robots télécommandés qui descendent brancher physiquement les capteurs au réseau. Brancher une télé sur une rallonge dans le noir, c'est déjà compliqué. Imaginez faire ça à 1400 mètres de profondeur, avec un bras robotique sous une pression capable d'écraser un pick-up. Mais pourquoi se donner tout ce mal? Les volcans sont paresseux, souvent pendant des siècles. Certains se réveillent une fois, recouvrent la moitié d'un continent de cendres, puis se rendorment pour des centaines de millions d'années. Si vous étudiez les volcans, vous pourriez attendre toute une carrière sans jamais voir une seule goutte de lave. Mais Axial se trouve pile là où deux plaques tectoniques se séparent. Le magma recharge en permanence le réservoir. Ce n'est pas le genre de volcan qui attend des siècles pour se recharger. Il peut entrer en éruption à peu près tous les 10 ans. Il n'explose pas comme le mont Saint-Hélène. Pas de détonation cataclysmique. À la place, le sol se gonfle, se fissure, et la lave s'écoule tranquillement pour former de la roche neuve. Quand le sol se fissure, il projette un immense nuage d'eau surchauffée, appelé mégapanache, chargé de bactéries souterraines. Il s'élève sur des centaines de mètres et ressemble à une tempête de neige blanche traversant l'océan sombre. Chaque éruption remet la vie à zéro, forçant l'écosystème local à repartir de rien. Cette combinaison, fréquent et calme, en fait un sujet d'étude idéal. Il entre en éruption assez souvent pour qu'on puisse collecter des données, et il est assez prévisible pour qu'on construise un modèle autour. Dès 2014, l'observatoire était déjà en place, juste à temps pour l'éruption de 2015. Les scientifiques ont capté l'événement en direct. Les capteurs au fond de l'océan montraient le sol qui gonflait comme un ballon géant, à mesure que la roche fondue s'accumulait en dessous. Le sol s'est soulevé de près de 2 mètres jusqu'à ce que la pression fasse craquer la roche. Ça a provoqué des milliers de micro-séismes en un seul après-midi. Puis des fissures longues de plusieurs kilomètres se sont ouvertes et la lave a jailli. À mesure que le magma s'écoulait, le sol a perdu son support et finalement, le fond marin à l'intérieur du cratère s'est effondré. Tout l'intérêt de capturer 2015, c'était de créer une référence. Voilà à quoi ressemble le « juste avant une éruption ». Alors, quand le fond du cratère a recommencé à monter et que le nombre de séismes a grimpé, les scientifiques ont pensé qu'Axial se dirigeait vers une nouvelle éruption en 2025. Et puis rien, nada, que dalle. Les signaux ont atteint la même zone que la dernière fois, mais pas d'éruption. C'est comme gonfler un pneu jusqu'à ce qu'il devrait éclater. Et il n'éclate pas. Alors, qu'est-ce qui a raté pour les chercheurs qui attendaient une explosion tranquille? Ce qui s'est probablement passé, c'est que le volcan a calé. En 2015, le sol montait vite, mais la nature a probablement changé le tempo. Le magma continue de remplir la chambre, mais il afflue plus lentement qu'il y a 10 ans. Il est aussi possible que la roche soit plus solide maintenant, qu'elle résiste mieux aux fissures, forçant le volcan à gonfler encore plus. Il y a aussi une troisième option. De minuscules fractures discrètes pourraient relâcher juste assez de pression pour retarder l'événement principal. Maintenant, le volcan en état d'animation suspendu. Prêt à exploser, mais sans l'étincelle. Et même avec toutes ces données, il reste difficile de distinguer le « presque prêt » du « sur le point de craquer ». C'est pourquoi la prévision est passée de 2025 à mi- ou fin 2026. Le volcan est resté actif, mais l'accumulation a ralenti, repoussant le point de rupture d'environ 1 an. Mais pourquoi ça rend les scientifiques nerveux? Quand on parle de conséquences d'éruption, on imagine vite un tsunami fonçant vers la côte. Eh bien non, vous pouvez laisser votre planche de surf au garage. C'est un événement en eau profonde. L'eau absorbe presque toute l'énergie. La surface peut faire quelques bulles, mais personne sur la plage ne va renverser son verre. Ceux qui transpirent, ce sont ceux qui ont payé les robots. Le problème, c'est que le labo se trouve à l'intérieur de l'éprouvette. N'oubliez pas, le volcan est actuellement surchargé. Il a déjà gonflé au-delà du seuil habituel. S'il attend fin 2026 pour enfin se libérer, il pourrait avoir accumulé bien plus de magma qu'en 2015. Une éruption plus forte, c'est de nouvelles données fascinantes, mais aussi un volume de lave bien plus important.
Ces câbles jaunes hors de prix et ces capteurs fragiles, ils sont en pleine zone d'impact. Si la lave suit l'ancien chemin, le matériel est sauf. Mais une libération sous surpression pourrait ouvrir de nouvelles fissures dans le fond marin. Si ça arrive, les chercheurs pourraient perdre des millions de dollars d'équipement en quelques secondes. Les scientifiques pourraient regarder le flux en direct, voir un mur de verre en fusion, puis de la neige. Mais la vraie inquiétude, ce n'est pas l'argent. Axial est censé être la référence absolue. C'est le kilomètre carré de fond marin le plus moderne de la planète. C'était censé être le cas facile. Si notre modèle de prédiction échoue ici, c'est mauvais signe. On a tous les capteurs imaginables et on ne comprend toujours pas les volcans sous-marins aussi bien qu'on le pensait. Si on n'arrive pas à prédire le volcan gentil quand il est truffé de micros, quelle chance a-t-on avec les dangereux? Les cheminées autour du volcan crachent une eau pouvant atteindre environ 340 degrés Celsius. En surface, elle se transformerait instantanément en vapeur. Ici, la pression est si intense que l'eau ne peut pas bouillir, mais elle est si chaude qu'elle dissout les minéraux. L'endroit est aussi très bruyant. Si vous pouviez l'entendre, ça ressemblerait à un réacteur d'avion sur une piste. En plus, le sol est tapissé de verre tubicole. Il ressemble à des tuyaux blancs géants d'1,80 m avec des extrémités rouges vifs. Biologiquement, ils n'ont aucun sens. Pas d'yeux, pas de bouche, pas d'estomac. Ils ne mangent rien du tout. À la place, ils abritent des bactéries dans leur corps qui transforment le gaz sulfureux toxique du volcan en sucre. Ils fonctionnent littéralement à la pollution. Partout sur eux rampent des vers à écailles. Ces créatures semblent venir d'une autre planète. Elles sont couvertes d'écailles microscopiques qui réfractent la lumière. Si vous braquez une lampe dessus, elle scintille en bleu et en rouge. Le sol en dessous est tout aussi étrange. Quand Axial entre en éruption, la lave touche l'eau glaciale et refroidit instantanément. Mais elle ne se transforme pas en pierre grise. Elle devient du verre d'un noir pur, de l'obsidienne. Si vous essayez de marcher dessus, on dirait que vous piétinez des milliers d'ampoules. Les experts ont mis à jour le calendrier pour cette année. Les caméras sont en place pour capturer des images spectaculaires. Et on pourrait même avoir un direct sur YouTube montrant le sol se déchirer sous l'océan. Espérons juste que ce ne sera pas la dernière diffusion. C'est dur de filmer la suivante quand votre caméra à plusieurs millions de dollars finit digérée par une rivière de verre en fusion. C'est le moins qu'on puisse dire.